Fréquence ESJ. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce soir pour un nouveau numéro de 20h d'invités. Et ce soir, nous recevons la députée du Parti Socialiste de la 15e circonscription de Paris et aussi ancienne ministre des Outre-mer sous François Hollande, Georges Paul-Langevin. Bonsoir. Bonsoir. Avec Yanis Darras, nous reviendrons sur la marche contre les violences faites aux femmes samedi dernier. Il a d'ailleurs interviewé par téléphone Sandrine Rousseau un peu plus tôt, secrétaire nationale adjointe du Parti Europe Écologie Les Verts. Nous l'écouterons tout à l'heure. Hugo Franceschi abordera avec vous, Georges Paul-Langevin, la réforme de l'éducation, et dans quelques minutes, Lucas Pierre évoquera avec vous votre parcours et vos idées. Réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h d'invités en direct jusqu'à 21h, c'est sur Fréquence ESJ et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. Georges Paul-Langevin, on va commencer tout de suite par votre portrait et c'est Camille Garcette qui s'en occupe. Bonsoir Camille. Bonsoir Garance Amespil, bonsoir Georges Paul-Langevin. Alors oui, tout à fait, je vais présenter simplement votre portrait. Donc je le fais d'une manière un peu particulière, donc je vous laisse découvrir et on en parle juste après. Be Frankie, je connais bien. Georges Paul-Langevin nous vient de la Guadeloupe, le PS en politique. C'est donc lui votre groupe, depuis 20 ans sur la scène, pas toujours le vent en poupe. Retraçons votre parcours, un peu plus à la loupe. Avocate de profession, la politique vous tend les bras. Lâchez toute occupation pour s'y consacrer corps et âme. Vous gagnez l'élection et vous sortez de l'anonymat. Député en fonction, c'est votre premier mandat. Ministre sous Hollande pour les deux gouvernements. Ministre des Outre-mer, on le sait ouvertement. Jamais gagné d'élection sur vos terres natales. Ça remet en question votre statut de la ministre idéale. Votre séjour à l'Elysée, on ne retient pas grand chose à Paris faire le touriste. C'est vrai que c'est grandiose, la situation en Outre-mer a-t-elle vraiment bougé? Seul un peuple en colère veut vraiment la changer. Il y a d'autres combats pour lesquels vous prenez part dans cette société de coups bas où l'égalité se fait rare, engagée contre le racisme. C'est vrai que vous militez, lorsqu'on a la peau noire on est tout de suite concerné. L'année dernière à Paris vous êtes réélu député. Dans toute la capitale, la seule du PS a gagné. À 70 ans encore debout pour protester. En politique y a pas d'âge pour se révolter. Merci Camille Garcette. Merci Garance. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est la première fois effectivement que j'ai une bio en rap. Vous avez aimé? Oui, c'est rigolo. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Tout était vrai? Il y a quelque chose que je voulais rectifier, c'est que c'est vrai que j'ai jamais été candidate, comme vous avez dit, sur ma terre natale, parce que depuis l'âge de 18 ans, je vis à Paris. Et très souvent, on me disait, mais si tu veux être élu, faut repartir en Guadeloupe. Et je disais non, si je veux être élu, c'est là où j'habite. Et c'est pourquoi, au bout de ça a duré longtemps, puisque j'ai eu gain de cause assez tardivement. Mais j'ai toujours pensé que c'était pas bien de repartir là-bas me faire élire. Que ici, si on vit tous ici à Paris, et quelle que soit sa couleur de peau, on a quelque chose à dire sur le pays ou la ville où on vit. Merci Camille Garcette, merci Georges Paul-Langevin. Fréquence ESJ. On continue tout de suite avec le mot du jour et aujourd'hui nous avons choisi le mot écologie. En pleine tourmente avec les gilets jaunes, Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui concernant la transition écologique. Il a annoncé qu'une grande concertation de terrain va être menée sur la transition écologique et sociale. Il a proposé qu'après 3 mois de consultation, s'il fallait revoir des choses, il les reverrait avec le Premier ministre. Selon le président, la crise que nous connaissons ne se limite pas au prix des carburants. Georges Paul-Langevin, qu'est-ce que vous retenez de ce discours ? Écoutez, je pense que il est plus temps aujourd'hui de refaire de la concertation. La France a signé la COP21 il y a déjà maintenant plusieurs années. Nous avons conscience de ce qu'il y a une urgence écologique et par conséquent aujourd'hui il faut rentrer vraiment dans l'action pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce qui me semble-t-il a mis le feu aux poudres, ce n'est pas que les gens ne soient pas conscients de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, mais c'est qu'ils ont l'impression que ce sont les plus modestes à qui on demande des efforts et pas aux autres. C'est donc l'injustice sociale qu'on a ressentie dans les manifestations qu'il y a eu durant ce week-end. Et c'est bien parce que les gens ont eu le sentiment que c'était pas juste et qu'on leur demandait à eux des efforts alors qu'ils ont déjà souvent des vieilles voitures, ils vivent loin des centres-villes et que par conséquent ce n'était pas équilibré. Donc vous pensez qu'il n'a pas réussi à calmer les inquiétudes des Français? Non, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'il nous montre que tous les prélèvements qui sont faits
au motif de la transition énergétique sont réellement utilisés pour la transition énergétique. Or, c'est l'impression que les gens ont que ce n'est pas le cas, qu'il y a un décalage. On reprend sur la transition énergétique ce qu'on n'a pas pu prendre sur les grandes fortunes et sur les gens qui payaient l'ISF. Donc, on doit besoin de récupérer de l'argent. Mais la transition énergétique ne récupère pas toutes les sommes qui sont prélevées. Merci Georges-Paul Langevin. Fréquence ESJ. On évoque maintenant votre parcours et vos idées en politique, Georges-Paul Langevin, et on discute de tout ça avec Lucas Pierre. Bonsoir Lucas. Et bonsoir Garance, bonsoir Georges-Paul Langevin. Alors première question, pourquoi avoir commencé la politique tout simplement ? Alors, j'étais pas d'une famille qui était engagée en politique. Mes parents étaient simplement des enseignants très laïques, engagés sur l'éducation. Mais quand je suis arrivé ici à 18 ans, c'est Paris, vrai, oui. C'est vrai que j'ai commencé à faire mes études. C'est vrai que du coup, il m'est apparu avec beaucoup d'évidence qu'il fallait s'engager dans la lutte contre le racisme. Sans doute, j'étais à la fac de droit, donc à l'époque du GUD, donc c'est vrai que ça marque. Et par conséquent, je me suis engagé d'abord contre le racisme durant longtemps. J'étais membre d'ailleurs d'une association qui s'appelait le MRAP, et c'est petit à petit le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, c'est ça ? Tout à fait. De 84 à 87, quel était votre rôle exactement ? Alors en fait, je me suis engagé dès 72 dans ce mouvement. Alors j'ai pris des responsabilités ensuite, mais j'ai été vice-présidente assez longtemps, et en 84 je suis devenue présidente. De ce mouvement. Mais à la fois on luttait contre les propos racistes, et c'est ainsi que avec le MRAP on a beaucoup pratiqué la loi pour faire taire par exemple des gens comme Fourisson qui prétendaient que le génocide des Juifs était simplement une affaire d'argent. On a lutté aussi contre des propos de Monsieur Le Pen, contre des propos des époux Maigret. Donc ça, c'était une partie qui m'a beaucoup passionné. Et puis il y avait l'autre partie qui était de lutter contre la situation qui était faite aux travailleurs immigrés. Donc c'est bien la première fois que vous êtes engagé politiquement ? À ce moment-là, oui. Et donc de 97 à 2001, vous prenez la direction de l'Agence nationale de promotion et d'insertion des travailleurs d'outre-mer. Cette fois-ci, vous vous engagez concrètement pour les outre-mer. On pourrait dire. Oui. Concrètement pour les outre-mer, en tout cas, pourquoi choisir de s'engager pour les outre-mer précisément ? Alors vous savez que pendant un certain temps, même si j'étais active au Parti socialiste durant longtemps, mais je crois que durant très longtemps, l'idée qu'on puisse exercer une responsabilité politique était quelque chose qui était très éloigné des états-majors des partis. Et par conséquent, je crois que le ministère des Outre-mer avait envie de me confier des responsabilités, mais je n'étais pas, jamais de me faire élire. Et donc, c'est ainsi qu'on m'a confié cette tâche qui est de s'occuper de la formation des jeunes ultramarins et de l'insertion des ultramarins en métropole. Alors tout ça, c'était à Paris, et c'est ce qu'a dit Camille Garcelle juste avant. Vous n'avez jamais été élu donc en Outre-mer en tant qu'élu régional ou peu importe. Est-ce que vous ne trouvez pas ça paradoxal justement d'être élu à Paris pour les Outre-mer alors que vous n'avez jamais été élu sur le terrain en fait ? Justement, au contraire, moi je trouve que ce n'est pas... Là, ça a un sens. Parce que l'idée, je pense qu'il y a 20 ans, j'aurais pu être élu dans les Outre-mer, ou en tout cas tenter, mais toute mon action... Pourquoi vous l'avez pas fait ? Non, mais toute mon action était justement de dire que la France est plurielle et que par conséquent, les gens qui vivent à Paris ou en région parisienne ou ailleurs, qu'ils soient blancs ou noirs, issus de l'immigration ou des Outre-mer, ont leur place, ont quelque chose à dire. Donc, ça aurait été plus facile, évidemment, de repartir d'où je venais, si j'ose dire. Mais ça n'avait pas de sens dans le combat que je menais, qui était un combat précisément... Ça peut vous donner de l'expérience, peut-être. Non, mais mon combat était d'essayer de démontrer que la société française est plurielle et que les minorités, ou en tout cas les gens un peu différents, y ont toute leur place. Et donc, ce combat-là n'avait pas de sens à mener dans les Outre-mer. Vous avez été ministre sous François Hollande des Outre-mer. Comment est-ce qu'on se sent quand du jour au lendemain on n'est plus ministre ? Comment on se sent ? Alors, une petite déprime peut-être, je sais pas. Non, parce que c'est moi qui ai voulu partir. Vous savez que quand j'étais ministre, j'avais une suppléante qui était très engagée et qui était très Benoît Hamon, enfin, donc qui critiquait beaucoup le gouvernement auquel j'appartenais. Donc j'ai fini par lui dire, la seule manière que j'ai de soutenir ce gouvernement, c'est d'en sortir, ce que j'ai fini par faire. Et ça a duré un certain temps parce que ça se passait bien en Outre-mer et François Hollande n'avait pas vraiment envie que je m'en aille. Mais finalement, j'ai donné ma démission fin août
Et donc, j'ai été remplacée. Donc, à partir du moment où c'est moi qui ai voulu partir, j'ai plutôt senti ça comme une sorte de libération. Vous alliez plutôt bien au final. Voilà. Et puis, j'avais un objectif aussi qui était de redevenir députée. Parce Pourquoi? que j'aime beaucoup mon arrondissement, le 20e. J'ai l'impression que c'est un arrondissement où je me sens bien, puisque c'est un arrondissement qui est aussi très diversifié, avec beaucoup de gens venus de partout, qui un peu modestes, qui arrivent à faire vivre cette société fraternelle à laquelle je crois. Et par conséquent, j'avais envie de revenir chez eux. Et c'est pourquoi, quand je suis partie, je me suis tout de suite réinvestie dans mon arrondissement, et ça m'a plutôt plu. Et est-ce que vous vouliez vous réengager peut-être aussi de façon plus proche des électeurs vis-à-vis des Outre-mer aussi? C'est-à-dire que je voulais me réinvestir de manière plus proche des habitants du 20e, ce qui fait que j'étais un peu plus loin des ultramarins. Mais être ministre des Outre-mer, ça signifie aussi être tout le temps dans l'avion, dans le bateau, dans les hélicoptères. Ça crée une distance? Donc, c'est très fatigant. Ça crée une distance d'être ministre des Outre-mer? C'est-à-dire que avec les lecteurs, d'une part, c'est une distance avec les lecteurs parisiens, puisqu'on n'est jamais là, mais de surcroît, il faut toujours aller loin pour rencontrer les gens concernés. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur la Nouvelle-Calédonie, ce qui signifie que si vous allez en Nouvelle-Calédonie, vous avez quand même 24 heures d'avion, après de l'hélicoptère, etc. Et par conséquent, c'est vrai qu'à un moment donné, ça vous éloigne de vos électeurs. Et est-ce que ça fait un moment quand même qu'on vous voit très très peu dans les médias, vous avez très peu de présence médiatique. Pourquoi vous n'apparaissez plus dans les médias? Pourquoi vous ne réagissez plus même à ce qui se passe par rapport à la Réunion par exemple? Je pense que... On va y revenir juste après, mais pourquoi est-ce que vous n'apparaissez plus en ce moment? C'est-à-dire que moi je considère que comme j'ai été ministre des Outre-mer, pour les personnes qui me remplacent, ça peut faire ancien combattant de toujours venir dire moi j'aurais fait ci, moi j'ai fait là, moi j'ai mieux fait que vous, etc. Même si parfois je le pense. Votre parole peut compter quand même. Oui, mais de temps en temps, si vous voulez. Mais il faut aussi que vous sachiez que on s'intéresse pas beaucoup aux Outre-mer dans les grands médias ici. Donc c'est certain que aujourd'hui je me suis peut-être davantage replongée dans ce qui concerne les habitants de mon arrondissement, mais ça fait longtemps que je suis engagée et que je milite, et ça fait longtemps aussi que j'ai pris l'habitude de ne pas être à la pointe des médias, parce que les médias ont des sujets qui les intéressent, il y a peut-être des expressions qui peuvent leur convenir, mettons des expressions extrêmement cassantes, ce qui n'est pas ma manière de faire, et par conséquent j'ai intégré totalement le fait que je ne suis pas un personnage très médiatique. Merci Georges-Paul Langevin. Merci Lucas Pierre, merci Georges-Paul Langevin. Fréquence ESJ. Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. Dans quelques instants, nous aborderons la réforme de l'éducation avec Hugo Franceschi et dans quelques minutes, Lucas Pierre reviendra sur les manifestations des Gilets jaunes à La Réunion. Mais tout de suite, on écoute Done For Me de Charlie Puth. Fréquence ESJ. De retour dans 20h l'invité, il est 20h17 et nous sommes ensemble jusqu'à 21h en direct avec la députée du Parti Socialiste de la 15e circonscription de Paris, Georges-Paul Langevin. Le mouvement des Gilets jaunes continue en France, mais là où il est le plus violent et le plus intense, c'est sur l'île de la Réunion. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, doit se rendre demain sur place pour rencontrer les Gilets jaunes où le nombre de barrages est en hausse. On en parle avec vous, Lucas Pierre. Oui, pour la venue de la ministre des Réunionnais lance un appel au blackout total sur l'île avec 300 barrages annoncés. Est-ce que vous comprenez une telle colère, Georges-Paul Langevin? Alors, on est sur des territoires, moi j'ai connu aussi une difficulté sur Mayotte, on est sur des territoires qui sont toujours à la limite de l'explosion, puisqu'il y a une série de problèmes sociaux importants. Oui, on va y revenir juste après. Il y a une jeunesse qui est en difficulté, qui n'a pas de perspective. Et donc la colère, vous la comprenez? Voilà, oui, tout à fait. Dès qu'il y a une étincelle, si vous voulez, évidemment ça peut faire partir un mouvement qu'on a beaucoup de mal ensuite à arrêter. Ceci dit, moi j'ai quand même un peu le sentiment que les derniers budgets qui ont été alloués sur les Outre-mer, eh bien, Madame Girardin a été un peu cassée par le Bercy. C'est des budgets où Bercy a gagné. Or, Bercy fait toujours des économies de bout de chandelle quand il supprime des emplois aidés, quand il supprime un certain nombre de palliatifs qui permettent des pansements par rapport à la colère sociale. Et pour en revenir concrètement à la colère justement des Réunionnais, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait autant de violence aujourd'hui sur l'île de la Réunion, notamment avec tous les pillages qu'il y a pu avoir ou les combats entre manifestants et forces de l'ordre? Ce n'est jamais normal quand il y a des pillages et quand il y a de la violence. Donc, de toutes les manières, il faut arriver, il faut le dire, il faut dire que ce n'est pas une manière de discuter. Est-ce que vous les condamnez, ces violences? Écoutez, oui, forcément, puisque ce n'est pas une solution. Mais en même temps, on peut se dire aussi que dès que ça a commencé,
peut-être qu'il aurait fallu amorcer un dialogue plus rapidement. Ça fait déjà plus d'une semaine que ça dure quand même. Et je crois que... Amorcer un dialogue plus rapidement, ça aurait avec pu... le gouvernement, bien sûr. Ça aurait pu être votre travail justement quand vous étiez ministre des Outre-mer. Quand on est ministre des Outre-mer, on passe son temps à désamorcer des conflits. Puisque vous avez des populations qui sont toutes à la limite, qui sont pauvres, qui n'ont pas de solution et qui par conséquent peuvent exploser très rapidement. Donc on passe son temps à désamorcer des conflits. Et je crois qu'une bonne manière de faire est d'une part de ne pas accepter certains arbitrages de Bercy qui font des économies de bout de chandelle, mais après ça leur coûte plus cher une fois qu'il y a eu des émeutes, et surtout de lancer le dialogue tout le temps, tout de suite. Est-ce que c'est la faute du gouvernement du coup ? Ces violences ? C'est-à-dire que si vous voulez, ça n'est pas la faute du gouvernement, mais en même temps, quand on est au gouvernement, on a un devoir, me semble-t-il, de comprendre et d'anticiper les colères. Et si on ne les anticipe pas, si on se laisse justement trop peu avoir par les technocrates de Bercy, eh bien, on est entraîné. Toute dépense sociale pour Bercy est une dépense superflue. Quand ils ont gagné et qu'ils vous ont pris 1 ou 2 millions, eh bien, c'est comme s'ils sablaient le champagne parce qu'ils ont sauvé la France. Alors que très souvent, ce sont des économies de bout de chandelle. Quand dans un département comme la Réunion, où il y a tellement de chômage, on supprime les emplois aidés, et ça signifie que vous avez des dizaines de milliers de gens. C'est plus de la moitié des moins de 25 ans qui sont au chômage. Vous avez des dizaines de milliers de gens sans solution. Et par conséquent, vous venez après leur retirer une subvention associative, ce genre de choses. Donc je pense que parfois, en suivant Bercy, on joue avec le feu. Mais vous, en tant que ministre des Outre-mer à l'époque, est-ce que vous avez agi justement sur les taxes sur les taxes sur le carburant justement par exemple ? Non. Pas du tout ? Donc on aurait pu aussi anticiper de cette façon. Non, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait au contraire, c'est qu'on a plutôt voulu baisser le prix des carburants, notamment sur les Antilles, parce qu'il y avait une marge. Pourquoi pas la Réunion ? À l'époque, le problème était surtout sur les Antilles où les distributeurs se faisaient une marge considérable. Donc nous, on a fait une loi pour obliger à baisser le prix des carburants. Oui, aux Antilles. Obliger à baisser, et même là-bas aussi, à baisser le prix des produits alimentaires. Puisque une des difficultés, c'est que tous les produits de première nécessité sont beaucoup plus chers là-bas. Donc, on a fait une loi qui a baissé le prix des denrées. Par conséquent, c'est à quoi il faut être très attentif. Parce que ce sont Mais aujourd'hui, le prix des denrées reste très élevé à La Réunion. Eh bien oui, justement, donc il faut faire très attention. Mais si vous voulez, Victorin Lurel, qui avait mené ce combat contre la vie chère, ça lui a coûté son poste de président de région, puisque après, évidemment, les distributeurs se sont vengés. Mais ça veut dire que vous auriez pu l'anticiper aussi en tant que ministre des Outre-mer. Ah, mais je pense que nous, on n'a pas eu d'émeutes de la vie chère quand on était... Non, vous n'avez pas eu d'émeutes, mais ces émeutes qui ont lieu aujourd'hui, vous auriez pu les anticiper. Oui, on a fait voter une loi qui permettait d'arbitrer le prix des produits Mais vous savez bien qu'il n'y a pas que ça. Il y a le chômage, le 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté aussi. À partir du moment où vous dites que vous mettez les prix sous surveillance, 2 ans après, il faut qu'ils soient encore sur surveillance. Si vous laissez filer, évidemment, voilà. Et par ailleurs, sur le chômage, bon, il y a, je suis étonné d'ailleurs qu'on n'en parle pas, il y a toute une mécanique qui existe dans les Outre-mer qui permet aux jeunes d'aller se former à l'extérieur de leur département et parfois de trouver un emploi, que ce soit en métropole. Ça veut dire que les jeunes devraient quitter le... Il y a beaucoup de jeunes qui quittent l'île de toutes les manières parce que... Oui, mais ça veut dire qu'il faut les forcer à quitter l'île pour ne plus être pauvres. En tout cas, ils ont la possibilité de le faire. Alors si vous leur donnez moins de possibilités de partir, que vous ne leur trouvez pas d'emploi sur place et que vous leur retirez les emplois aidés qui leur permettent de vivre, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient exaspérés. Merci Georges Paul Langevin. Merci Lucas Pierre, merci Georges Paul Langevin. Fréquence ESJ. On reste sur les gilets jaunes. Samedi à Paris, ils ont manifesté sur les Champs-Élysées. Ils étaient environ 8000 à protester contre la hausse des prix du carburant. Plusieurs dégradations ont été commises en marge du rassemblement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a répondu ce matin à ces manifestants mobilisés depuis plus d'une semaine. On voit ça avec vous, Hugo Franceschi. Bonsoir. Bonsoir Garance, bonsoir Georges Paul Langevin. Le président est-il parvenu à calmer la grogne des gilets jaunes par son discours ? On verra. Mais pour l'instant, nous, on s'attendait à ce qu'il dise qu'il allait décréter un moratoire sur les hausses. Puisque ce qui Vous pensiez qu'il allait les geler ? Ces hausses du prix du carburant ? Moi je pensais qu'il allait effectivement rectifier la trajectoire. Puisque là le problème qui se pose, c'est que moi je suis pour la fiscalité écologique. Mais à un moment donné, il faut que les gens aient le temps de s'adapter. Par conséquent, pour l'instant... On leur donne pas le temps là de s'adapter ? Mais non, ça c'est monté trop vite. Ils ont fait des augmentations qui sont beaucoup trop importantes. Mais je pensais qu'il allait dire ça. Or pour l'instant, on n'a pas vu ça arriver. Et on voit que la colère du coup augmente forcément. C'est dangereux. Est-ce que il peut plier ce gouvernement ? Est-ce que la manifestation
manifestations, le fait de multiplier les rassemblements, les blocages. On le voit, c'est le cas depuis une semaine. Est-ce que ça peut faire plier le gouvernement ? La difficulté, c'est que il faudrait, comme dans toute crise, il faudrait qu'il y ait une instance de dialogue. Mais on ne peut pas avoir un dialogue facilement si vous avez des gens qui sont totalement inorganisés. Mais il y a des porte-paroles qui sont nommés. Ben oui, mais c'est des porte-paroles qui sont comme ça. Et pour l'instant, la manifestation qui a eu lieu samedi dernier était une manifestation totalement spontanéiste où il n'y avait pas d'organisation. Donc il faut politiser le mouvement pour lui donner une forme. Je pense qu'il faudrait un peu l'organiser de manière à ce que le dialogue puisse avoir lieu. Et je pense que la proposition de la CFDT de faire une sorte de Grenelle de l'environnement avec tout le monde autour de la table qui peut arriver à dialoguer et à définir des solutions, c'est une solution qui est raisonnable. Parce qu'on ne pourra pas, tant qu'il y a des gens qui montent un peu partout sur des barricades, on ne pourra pas réellement aboutir à des solutions qui soient correctement négociées. Donc j'espère, moi je ne tiens pas à ce que ce gouvernement tombe, parce que je suis dans l'opposition à ce gouvernement, mais je sais aussi que nous sommes à un moment où l'exaspération dans ce pays peut prendre des formes qui me dérangeraient. Moi je n'ai pas envie que le Front National ou l'extrême droite arrive au pouvoir. Donc je voudrais que ce gouvernement trouve les voies et moyens nécessaires pour dialoguer avec les gens qui sont exaspérés. Justement, en parlant de dialogue, on a quand même Emmanuel Macron qui a déclaré plusieurs annonces, notamment face à cette hausse des prix des carburants et face au coût d'une voiture aussi. Et en fait, ces annonces, pour vous, elles sont vraiment nouvelles ou pas ? Est-ce qu'il vous a appris quelque chose, le président ? Malheureusement pas beaucoup. C'était déjà dit par Édouard Philippe. Il recycle un peu des choses. Et surtout, je trouve que la transition énergétique, c'est une cause essentielle. Et elle passe par la hausse des prix du carburant, cette transition écologique ? Il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient. Et là, aujourd'hui, chacun sait que la hausse des carburants, telle qu'elle a été décrétée, est beaucoup trop importante pour ce qu'on reverse à la transition énergétique. Donc les gens ont l'impression d'être un peu utilisés et qu'on leur fait les poches pour d'autres motifs. Parce que le gouvernement a du mal à boucler son budget. Pour vous, c'est un mensonge ? Cet argument écologique pour l'augmentation des prix ? En tout cas, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Un faux prétexte ? Oui, parce qu'ils ont utilisé, en fait, ils ont supprimé l'ISF. Et par conséquent, on a fait un certain nombre de cadeaux dans ce budget aux populations les plus favorisées. Et pour pouvoir combler la différence, on augmente la taxe sur les carburants et des taxes diverses. Après, il y a la hausse des prix du baril de pétrole aussi. Oui, mais ça, c'est différent. Qui participe à l'augmentation. Voilà. Ce qu'il a dit, qui effectivement aurait été ce qui a existé auparavant, c'est que lorsque le prix du pétrole, du baril augmente, il n'aurait pas fallu augmenter en même temps les taxes. Si vous voulez, il y avait un mécanisme d'ajustement comme ça qui pouvait se mettre en place, qui n'avait pas été mis. Mais je pense que les gens ont vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on les matraque, en fait, pour pouvoir exonérer les populations les plus riches d'un effort pour la transition énergétique. Vous pensez que c'est ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron ? C'est un peu ce qu'il fait, oui. Et c'est ce que les gens ressentent tout à fait. Il ne faut pas que l'argument écologique soit un prétexte pour pouvoir combler les fins de mois. Et donc cette colère des Gilets jaunes et les manifestations qu'on a pu voir samedi, notamment sur le Champ de Mars, vous la comprenez, cette colère ? Je trouve que c'est assez déplorable, puisque ce n'est jamais en dégradant et en cassant qu'on règle les problèmes. Donc vous, les violences, non, vous les... Moi, j'aime pas du tout les violences, mais je dois dire qu'il y a eu peut-être une espèce de suffisance du gouvernement et des élus qui n'ont pas pris la mesure de l'exaspération de la population. Donc je pense que maintenant, ils vont trouver les moyens de dialoguer et j'espère qu'ils trouveront une solution. Parce que pour l'instant, les gens ont peut-être eu l'impression qu'on s'est un peu moqué. Et pour l'instant aussi, le bilan de la manifestation, c'est quand même 24 blessés, donc, dont 5 CRS, pardon. Justement, dans toute cette violence qu'il y a eu, c'est sûr. Mais certains manifestants parlent de violence policière. Est-ce que pour vous, il y en a eu lors de cette manifestation ? De toutes les manières, quand il y a des affrontements, il y a peut-être des débordements. Mais je trouve que par rapport aux images qu'on a vues, il me semble que dans l'ensemble, le bilan en violence policière est beaucoup moins important que ce qui aurait pu arriver. On a bien vu d'ailleurs sur les Champs-Élysées, à un moment donné, on les a laissés un peu s'exprimer. Et je crois que ça aurait pu être beaucoup pire si véritablement il y avait eu une volonté de casser du manifestant. Merci Hugo Franceschi, merci Georges Paul-Langevin. Fréquence ESJ. Restez avec nous dans quelques minutes. Nous aborderons avec Yanis Darras les élections européennes et Hugo Franceschi sera avec nous pour évoquer la réforme de l'éducation. Mais tout de suite, on écoute Major Lazer avec Tied Up. Fréquence ESJ.
On est de retour sur Fréquence ESG et nous sommes ensemble en direct jusqu'à 21h avec la députée du Parti Socialiste de la 15e circonscription de Paris, Georges-Paul Langevin. Le Parlement a récemment discuté et adopté le budget 2019 consacré à l'enseignement scolaire. Malgré une hausse significative du portefeuille, les syndicats du personnel éducatif se montrent méfiants vis-à-vis de la réforme voulue par le ministre Jean-Michel Blanquer. On voit ça avec vous, Hugo Franceschi. 15% de grévistes lors du dernier mouvement national des enseignants. Est-ce qu'avec ça, on est crédible pour combattre une réforme du gouvernement ? En fait, Monsieur Blanquer a dit assez largement que son budget a augmenté. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que comme vous avez ce qu'on appelle le GVT, c'est-à-dire les augmentations traditionnelles dans la fonction publique, et compte tenu du nombre d'élèves supplémentaires, on s'aperçoit que ça n'a pas tellement augmenté que ça. Au contraire. Non mais moi je vous parle de la mobilisation des enseignants. 15% de grévistes. Est-ce qu'avec ça on peut dire au gouvernement, regardez, on est unanime, ça ne va pas ? C'est vrai que on a l'impression que le corps des enseignants est un peu anesthésié. C'était un échec pour vous cette mobilisation ? Nous, de toute façon, nous on n'appelle pas à mobiliser, donc ce serait plutôt un échec peut-être. Pourquoi, en tant que parti d'opposition, vous ne faites pas ça, d'ailleurs ? C'est-à-dire que non, moi je pense que si vous voulez, si les enseignants ne sont pas satisfaits du budget, ce sont leurs organisations syndicales qui doivent s'exprimer et manifester. Et par conséquent, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'en regardant le budget tel qu'il est présenté par Jean-Michel Blanquer, mais finalement, c'est un budget qui stagne et qui n'est pas un budget en augmentation. Il y a quand même une augmentation de 861 millions pour l'année prochaine et on est un budget, un des meilleurs européens avec 51,7 milliards. Je pense pas que par tête d'élève, on soit un des meilleurs budgets européens. Si vous voulez, compte tenu de l'ampleur du personnel qui est payé avec ce budget et du nombre d'élèves, 12 millions d'élèves, les 811 millions seront très rapidement absorbés et ne suffiront pas forcément à ce qu'on améliore le service en direction des élèves. Donc le gouvernement fait la sourde oreille face à la protestation ? Bien sûr. Mais ce que je conteste surtout dans l'orientation qui a été choisie par le gouvernement actuel, c'est que, après mûre réflexion, on avait fait une réforme permettant de redonner aux enfants une matinée de travail supplémentaire. Parce que si on veut que nos enfants puissent apprendre, il faut qu'ils aient le temps d'apprendre. Mais là, c'est les communes qui vont décider pour les rythmes scolaires. Bah oui, justement, la France, oui, mais nous, on a notre mot à dire sur le nombre d'heures travaillées par les enfants. Et le problème qui se pose, c'est qu'on a retiré à nouveau une matinée de classe aux enfants. Alors que nous avions vu l'Académie des sciences, tout le monde avait convenu que le fait de rassembler sur 4 jours les apprentissages des enfants n'était pas bien pour les enfants. La France est le pays d'Europe où il y a le moins de jours travaillés. Et on voudrait que nos enfants en sachent autant que les autres enfants européens, qu'ils en sachent autant que les enfants coréens qui travaillent 6 jours par semaine. Oui, mais tout ça, ça permet de développer les activités périscolaires, donc ça permet d'éveiller les enfants qui viennent de milieux différents, donc n'ont pas forcément les mêmes moyens pour les mêmes loisirs. Non, mais justement, si le mercredi, les enfants restent chez eux, vous avez un certain nombre d'enfants qui vont aller à la piscine, au conservatoire et autre chose, et vous avez des enfants qui le mercredi vont rester à la maison, vont être scotchés devant les dessins animés et ne vont pas sortir. Donc si vous voulez, nous avions justement fait cette réforme pour essayer de pallier les inégalités sociales qui en France sont essentielles dans les inégalités scolaires. Or là, on revient en arrière et on est revenu en arrière. Donc Emmanuel Macron piétine ce que François Hollande a fait pendant 5 ans. Et surtout, on est revenu en arrière sans relancer le débat, parce que le débat aurait montré que personne n'est d'accord avec ça. Mais on a simplement donné aux maires la possibilité de choisir. Et évidemment, entre le fait de travailler une matinée de moins, tout le monde a choisi de travailler une matinée de moins. Ils sont à 80%. Après, c'est aussi pour des raisons financières, c'est que... oui, mais ça dépend de ce qu'on veut mettre Toutes les communes n'ont pas les mêmes caisses. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut mettre dans l'investissement pour ces enfants ? Et aujourd'hui, si vous voulez, massivement, si les communes choisissent de ne pas mettre l'investissement de l'argent dans l'accompagnement scolaire, si on choisit massivement de ne pas donner aux enfants un nombre d'heures supplémentaires, parce que c'est vrai, travailler plus pour gagner pareil, c'est pas enthousiasmant. Mais au moins, on sait que si on le faisait, nos enfants feraient de meilleurs apprentissages. Donc pour vous, l'enseignement va en pâtir de ça ? L'enseignement pour moi, les adultes ont sacrifié les enfants.
très clairement. Mais pourtant, quand on voit notamment les créations de postes dans l'enseignement primaire, 1800 d'après le gouvernement, enfin c'est quand même pour consolider les classes en milieu rural, c'est pour arrêter les classes surchargées, le dédoublement des classes de CP, de CE1. Exactement. Si vous prenez Mais du coup, ça favorise l'enseignement. Il y a 1800 recrutements. Mais si vous dédoublez les classes de CP et de CE1 dans tous les endroits qui sont les quartiers difficiles, vous êtes à beaucoup plus de 1800. Donc si vous voulez, si vraiment cette politique était un plus, il aurait fallu recruter beaucoup plus. Mais il prévoit quand même 1000 € de prime pour les enseignants dans les réseaux d'éducation prioritaire. Mais si vous voulez... Mais ça peut favoriser le recrutement. Si vous avez 1800 postes supplémentaires, alors que vous dédoublez des quantités de classes, ça signifie que ces enseignants qui vous manquent pour dédoubler les classes, vous les prenez ailleurs. Et on se rend compte que c'est ça la situation. Aujourd'hui, on déshabille Paul pour habiller Jacques. Merci Hugo Franceschi, merci Georges Paul-Langevin. Fréquence ESJ. Les élections européennes ont lieu dans moins de 6 mois. Pour exister, le Parti Socialiste doit s'allier avec certains de ses adversaires. On voit ça avec vous, Yanis Darras. Bonsoir. Bonsoir Garance, bonsoir Georges Paul-Langevin. Faire une alliance plus large pour exister aux élections européennes, est-ce que c'est la seule solution du Parti Socialiste pour exister ? En général, si on veut gagner des élections, il est préférable de ne pas rester tout seul. Nous sommes au Parti Socialiste et à la gauche, de manière générale, nous sommes dans une période de sissiparité. Vous savez, chacun estime qu'il a raison tout seul et qu'il va rester tout seul. Donc, si nous partons aux élections avec 6 ou 7 listes de gauche, ça ne marchera pas. Avec des élections qui, en plus, ne passionnent pas les Français, je pense qu'on ne fera pas un résultat extraordinaire. Donc, le tout, c'est de savoir avec qui on va s'allier. Moi, j'ai tendance à être fondamentalement européenne. Et donc, je crois que ce serait bien que le Parti Socialiste puisse s'allier. Mais moi, j'aimerais qu'il s'allie avec des gens qui ne sont pas contre l'Europe. Avec qui il pourrait s'allier le Parti Socialiste ? Maintenant, ça reste à trouver. Mais je ne souhaite pas... Vous avez une idée, vous, peut-être ? En tout cas, moi, je sais que je ne souhaite pas qu'on s'allie avec des gens qui sont hostiles à la construction européenne et qui soient totalement souverainistes. Qui l'est ? Eh bien, justement, aujourd'hui, une grande partie des partis de gauche sont devenus souverainistes, sont repliés sur leur avantage, alors que j'ai tendance à penser que la chose la plus extraordinaire qu'on a faite durant ces 30 dernières années, c'est justement la construction européenne. Donc si, pour pouvoir gagner les élections, il faut tourner le dos à ça, bien, à la limite, je préférais qu'on ne gagne pas les élections européennes, mais qu'on continue à bâtir une Europe solidaire. Je n'aime pas l'idée de voir prospérer les nationalismes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les pays européens, ce sont des nationalismes, et parfois des nationalistes durs, qui sont en train de prendre le pouvoir, et vraiment, ça tourne le dos aux valeurs auxquelles je crois. Donc on peut espérer finalement voir le PS s'allier avec les Verts, par exemple ? Et avec Génération aussi, le mouvement Génération ? Oui, moi je pense qu'il faut encore qu'on discute et que surtout on sorte de la posture où tout le monde est contre l'Europe, tout en voulant, en étant conscient de ce qu'elle est très importante pour nous. Et ce qui est important aussi, c'est que si on vote pour des députés européens, eh bien il faut qu'on se dise que une fois qu'on est dans les instances européennes, la France est dans la Commission européenne, nous sommes partout. Donc c'est là qu'il faut se battre pour pouvoir faire prévaloir la conception de l'Europe que nous voulons. Ce n'est pas simplement en tournant le dos à l'Europe. Et malheureusement, la France vote souvent pour des députés ou des commissaires qui sont eurosceptiques et qui ensuite ne se battent pas pour pouvoir faire avancer leurs idées à l'intérieur des instances européennes. Moi, je souhaite qu'on vote pour des gens qui croient dans la construction européenne et qui, à l'intérieur des structures, soient présents, soient actifs et fassent en sorte que notre orientation s'impose dans les instances européennes. Et malheureusement, ce n'est pas le cas suffisamment aujourd'hui. Pourtant, Génération a d'ores et déjà annoncé qu'il ne voudrait pas s'allier. Excusez-moi, merci Garance. S'allier avec le PS, vous comprenez ce choix ? C'est-à-dire qu'ils sont justement, à un moment, ils viennent de partir. Donc, en général, ce n'est pas au moment de l'ordonnance de non-conciliation qu'on fait un accord. Donc, aujourd'hui... C'est un choix raisonnable pour vous que Génération ne veuille pas s'allier au PS ? Pour moi, ce n'est pas un choix raisonnable, bien sûr, puisque moi, j'ai connu une période où tous ces gens-là, Mélenchon, Génération, tout le monde fonctionnait ensemble. Et si le PS a été un parti puissant,
c'est parce qu'on arrivait à s'entendre avec des différences d'approche. Aujourd'hui, chacun a raison de son côté, donc chacun fera un résultat. Plus personne ne s'entend dans la gauche maintenant en France. Ben voilà, donc chacun fera un résultat à sa manière, et je pense que le résultat sera pas brillant. Alors, Ségolène Royal, en tête de liste de cette alliance, est-ce que vous y croyez, vous ? Est-ce que pour vous, vous y êtes favorable ? Peut-être que Ségolène Royal serait une manière de faire en sorte que diverses personnes qui ont des égos elle permettrait de rassembler quelques égos, et peut-être et puis Ségolène Royal, je crois, croit en l'Europe. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de positif. Maintenant, elle est elle aussi dans sa période où, si j'ai bien compris, elle dit beaucoup de mal du gouvernement auquel elle a appartenu dans la période précédente. Donc, elle n'est peut-être pas dans une disposition d'esprit lui permettant de travailler à nouveau dans de bonnes conditions. Donc, elle ne ferait pas finalement une bonne tête de liste pour vous ? Je sais pas, moi je pense qu'elle est une bonne tête de liste, mais il faudrait pas qu'elle crache sur les gens avec qui elle veut travailler. Donc, elle n'est pas dans un esprit de réconciliation ? Pour l'instant, j'ai cru comprendre, sauf si son livre a été dénaturé par la presse, j'ai cru comprendre que dans son livre, elle disait un certain nombre de vérités ou de choses qui n'étaient pas très positives sur les équipes auxquelles elle avait appartenu précédemment, et où elle jouait un rôle essentiel d'ailleurs dans ce gouvernement. Donc je trouve que c'est un peu singulier, mais si on trouvait le moyen de dépasser les divergences et de se mettre ensemble sincèrement, je crois qu'on pourrait faire un travail pour l'Europe utile. Vous n'avez pas peur justement que le passé de Ségolène Royal, son parcours, lui porte préjudice auprès des électeurs ? Alors, Ségolène Royal est un cas très particulier parce que c'est une personnalité qui est assez atypique, qui parfois a des prises de position qui étonnent, mais en même temps, c'est quelqu'un qui sent les choses, qui a une sorte de... Et vous n'avez pas peur justement que ça effraie les électeurs, ces prises de position atypiques ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toutes les manières, moi, je pense qu'à la limite, j'aimerais qu'on aille avec une tête de liste qui soit socialiste et qui soit social-démocrate et pro-européenne. Voilà. Donc quelqu'un qui remplit ces conditions me convient, même si le résultat n'est pas fabuleux. Je ne sais pas si aujourd'hui Ségolène Royal a envie de travailler avec les socialistes. Donc c'est un peu à elle de répondre. Pourquoi elle n'aurait pas envie de travailler avec les socialistes aujourd'hui ? Parce que dans la période récente, elle a beaucoup travaillé avec les socialistes, puisqu'elle a été un membre éminent du gouvernement de François Hollande, et j'ai cru comprendre que ça ne lui avait pas convenu totalement. Merci Georges-Paul Langevin. Merci Yanis Darras, merci Georges-Paul Langevin. Fréquence ESJ. Une dernière petite question, Georges-Paul Langevin, avant que vous partiez, puisque vous devez nous quitter. François Hollande se montre de plus en plus dans les médias. Est-ce qu'il vous manque, politiquement parlant ? Je pense que nous sommes dans une période où François Hollande a été tellement vilipendé par une partie du Parti socialiste et par la presse que maintenant on se rend compte que ce qu'il a fait était parfois dans l'intérêt de la France. Et je pense qu'il a raison de s'exprimer, on a raison de lui rendre un peu justice. Ça ne prouve pas forcément qu'il y a besoin qu'il ait à nouveau un rôle de premier plan dans notre pays, mais je crois qu'il était tout à fait important que les gens se rendent compte qu'il avait quand même fait des choses utiles pour la France. Vous pensez qu'il ne reviendra pas en politique ? C'est toujours difficile à dire parce que ça n'a pas... une fois qu'on a quitté la table, c'est difficile de dire qu'on peut revenir. Les exemples du passé n'ont pas toujours été probants. Mais ceci dit, je pense qu'il a une finesse d'analyse et il a un engagement qui peuvent être utiles à l'avenir pour son pays. Alors comment ? Restera à voir. Je ne crois pas que ça soit forcément utile de revenir sur les traces du passé, mais je pense qu'il a une voix qui porte et que par conséquent, c'est toujours utile qu'il se fasse entendre. Merci Georges-Paul Langevin. Fréquence ESJ. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On se retrouve dans quelques instants pour l'agenda politique de la semaine. Et Yanis Darras sera également avec nous pour aborder les violences faites aux femmes. La porte-parole adjointe d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, a répondu à ces questions. En attendant, on écoute l'hymne d'Adrien Thomas. Fréquence ESJ. De retour dans 20h l'invité, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 21h. Le gouvernement a inauguré ce matin le portail national de signalement en ligne pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Le gouvernement espère ainsi libérer la parole de certaines victimes. Yanis Darras. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. C'est le constat effrayant du gouvernement. Au total, 109 femmes ont été tuées en 2017 par leur conjoint
ou leur ex-conjoint. Pour dire stop, près de 30 000 femmes et hommes défilaient samedi après-midi à Paris. Ils étaient même près de 50 000 à l'échelle de tout le pays. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement, lui, a inauguré ce matin le portail national de signalement en ligne contre les violences sexuelles et sexistes. Et pour l'occasion, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes, étaient dans le commissariat de Guyancourt dans les Yvelines pour assister aux premières heures d'existence de ce nouveau système. Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il doit notamment permettre de libérer un peu plus la parole des victimes. Oui, tout simplement en supprimant un facteur parfois difficile pour les victimes, le jugement des policiers. Le but est ainsi d'enlever ce potentiel facteur de jugement pour permettre aux victimes d'agressions sexistes ou sexuelles de parler plus librement sur le site internet. Un site internet qui d'ailleurs est en libre service via un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Seule obligation, indiquer un code postal, soit de son domicile, soit d'un proche. Afin de router le traitement du dossier, les forces de l'ordre précisent néanmoins que la victime connectée pourra garder son anonymat dans n'importe quelle circonstance. Et les victimes pourront échanger alors avec des policiers à distance via une messagerie instantanée. Et oui, pour libérer la parole, le gouvernement a donc fait le choix de miser sur un chat écrit. Après avoir reçu un message automatique, la victime échangera avec un policier via cette messagerie. La barrière de la langue ne devrait pas poser de problème puisque cette messagerie pourra accepter jusqu'à 30 langues différentes. Est-ce que c'est suffisant pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, Yanis ? Alors non, mais c'est en tout cas un premier pas pour aider les victimes qui n'osent pas parler. Reste maintenant à savoir comment se fera l'éventuel suivi psychologique qui pourrait être cassé face à l'éventuel manque de compassion par l'informatique. Merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. Dion. À l'occasion justement de l'inauguration du portail national de signalement en ligne, Sandrine Rousseau, ex-porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, est revenue avec vous, Yanis Darras, sur les dernières actualités pour lutter contre les violences faites aux femmes. Bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. 30 000 femmes et hommes ont défilé samedi après-midi dans la capitale contre les violences sexistes et sexuelles. Vous êtes satisfaite de la marche de samedi ? Je trouve que c'est la première fois qu'une marche réunit autant de personnes sur un thème comme les violences faites aux femmes. Donc c'est vraiment très chouette cette mobilisation et je le dis d'autant plus que je n'étais pas à l'initiative de cette marche. Mais par contre, je trouve vraiment que c'est un succès. Après, c'était nécessaire à votre avis ? C'est nécessaire parce que ça montre quelque chose qu'on ressent très fortement quand on s'intéresse à ce sujet, qui est une espèce de ras-le-bol très important mais très sourd dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes mais les enfants, il y a un ras-le-bol qui monte des violences sexuelles et je pense que la marche, elle disait ça, ouais. Alors le gouvernement a inauguré ce matin un portail de signalement en ligne des agressions sexistes et sexuelles. Le but, favoriser le dépôt de plainte. Est-ce que c'est la bonne démarche pour continuer de libérer la parole ? Alors il faut plein de démarches, il faut multiplier les démarches, donc celle-ci est bonne puisqu'elle va dans le bon sens. Mais il y a aussi une chose qu'il va falloir réussir à faire, c'est que les coupables soient condamnés. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que... là, vous entendez le bip-bip, voilà. Vous avez entendu l'annonce de gare, pardon. Donc, je vous disais, il y a une chose qu'il va falloir changer, c'est qu'il va falloir que la justice passe et que la justice condamne. Parce qu'aujourd'hui, la justice massivement ne condamne pas. Depuis 10 ans, les plaintes pour viol ont augmenté de 40% et en 10 ans, le nombre de condamnations a diminué de 40%. Donc la justice ne fait pas son travail aujourd'hui. La justice ne condamne pas, non. Donc il y a une impunité et cette impunité, elle est très dommageable parce que du coup, s'il y a une impunité, les gens recommencent et surtout il y a ce qu'on appelle la culture du viol qui s'installe, c'est-à-dire que la culpabilité revient sur celle qui a osé dénoncer puisque si justice ne passe pas, le doute planera sur son témoignage. Et ça, c'est vraiment très difficile pour les femmes. Donc aujourd'hui, il faut que la justice avance et qu'elle ose condamner. Donc le problème, avant tout, ce n'est pas de recueillir la plainte, mais de condamner l'agresseur ? Alors c'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a très peu d'espoir quand on passe en justice, évidemment, les femmes ne se précipitent pas pour aller déposer plainte. Vous comprenez bien que c'est super compliqué quand on vient de subir une agression sexuelle ou un viol, d'arriver, de décrire ça à des policiers, de suivre une procédure judiciaire qui est longue, qui est coûteuse et dont l'espoir de gagner est extrêmement faible. Donc évidemment que aujourd'hui la question est le dépôt de plainte, mais encore une fois, je vous redis le chiffre, mais depuis 10 ans, le nombre de dépôts de plainte a progressé de 40%. Donc, on est dans un processus plutôt vertueux de ce point de vue-là. Les femmes vont plutôt porter plainte et
en plus grande quantité qu'avant. Mais maintenant, il faut qu'elles soient entendues, quoi. Il faut que ces plaintes soient reçues, lues, entendues et prises au sérieux. Est-ce que le gouvernement finalement devrait faire plus de prévention ? Alors, il y a de la prévention à faire, y compris d'ailleurs à destination des agresseurs et des violeurs. Il y a quelque chose aussi à faire de leur part. Mais surtout, il y a tout un état d'esprit à modifier, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire une sorte de confusion entre drague et violence sexuelle. Il faut arrêter de... Pourquoi la confusion aujourd'hui, elle existe ? La confusion, elle est entretenue par notamment les agresseurs. Ils disent ouais, mais non, c'était pas une agression, c'était de la drague. Et ça, c'est repris en boucle en général par l'entourage. Non, mais c'était pas une agression, c'était de la drague. Or, nous les femmes, on sait exactement la différence entre de la drague et une agression. Et aujourd'hui, entretenir ce doute-là, c'est jeter l'opprobre sur le témoignage des femmes. Donc il faut comprendre qu'une agression, ça n'a rien à voir avec de la drague. D'ailleurs, je discutais il y a pas longtemps avec un chercheur qui travaillait sur des agresseurs en psychologie, un chercheur en psychologie qui me disait que ils avaient fait un test qui montrait que tous les agresseurs qui ont été condamnés pour agression savaient exactement reconnaître tous les signes du non-consentement. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision très précise du fait qu'il n'y avait pas consentement, mais ils passaient outre ce non-consentement. Donc je dis, il faut arrêter avec l'idée qu'il y aurait une espèce d'erreur ou de malentendu à l'origine des violences sexuelles. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de malentendu. Les femmes comprennent très bien ce qui se passe et les hommes jouent les hommes agresseurs. Il y a aussi quelques femmes, mais les hommes agresseurs... Plus de prévention, et vous d'ailleurs, vous en faites d'ailleurs de la prévention, notamment au sein de l'Université de Lille. Est-ce que c'est aussi important de responsabiliser les jeunes générations ? C'est très important de responsabiliser notamment les étudiants parce que l'âge où l'on fait ces études est un âge central. Un âge où les jeunes femmes sont les plus... finalement, ce sont les jeunes femmes les plus exposées selon vous aux agressions sexuelles ? C'est l'âge où les jeunes femmes sont le plus exposées aux agressions sexuelles et c'est l'âge aussi où le consentement s'apprend. C'est-à-dire que si on ne le sait pas à la sortie d'une université, on ne le saura jamais. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Il y a énormément de prévention à faire. Ceci dit, quand on en fait, ça marche très bien. Merci. Sandrine Rousseau. Merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. On termine cette émission par l'agenda politique de la semaine. Demain, Jean-Marie Le Pen connaîtra son jugement après ses propos sur les homosexuels. Le cofondateur du Front National est poursuivi pour provocation à la haine ou à la violence et injure publique envers les homosexuels pour 3 séries de propos. Il visait les homosexuels et notamment Xavier Jugelé, le policier tué sur les Champs-Élysées en 2017. Le parquet de Paris a requis 40 jours d'amende à 100 € pour chacun des 2 dossiers jugés, soit 8 000 € en tout et une possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement. Vendredi débutera un nouveau sommet du G20 à Buenos Aires, en Argentine. Les dirigeants des 20 pays les plus industrialisés se préparent à une réunion tendue. Donald Trump sera évidemment présent et 2 sujets seront abordés pendant ce sommet, le climat et le commerce en particulier. 2 questions qui promettent beaucoup de débats avec le président américain qui se désolidarise de ses homologues européens. Une rencontre est prévue en marge de ce sommet entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping dans le but de calmer les tensions existantes entre les 2 puissances. Ce même vendredi, une manifestation géante anti-G20 est prévue à Buenos Aires. La population argentine multiplie les actions de protestation dans le pays, actuellement sous le coup de graves restrictions budgétaires. Les manifestants veulent par ce mouvement de contestation signifier aux leaders du G20 qu'ils ne sont pas les bienvenus en Argentine et plus particulièrement Donald Trump. Samedi, le nouveau président mexicain Andrés Manuel López Obrador prendra officiellement ses fonctions. Le président mexicain avait annoncé il y a plusieurs mois qu'il comptait inviter Donald Trump à son investiture. Andrés Manuel López Obrador, appelé AMLO, avait rassemblé en juillet plus de 53% des voix. Le parti d'AMLO a remporté toutes les élections faites dans le pays, les élections législatives, sénatoriales et locales. Et samedi encore, enfin, une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes est prévue. L'événement Facebook qui appelle à la manifestation a pour nom Acte 3, Macron démissionne. Le rendez-vous est donné sur l'avenue des Champs-Élysées comme samedi dernier, malgré l'interdiction de manifester à cet endroit. Dimanche, un représentant du mouvement des Gilets jaunes a néanmoins démenti cet appel. Il dénonce de la manipulation et de la récupération. Fréquence ESJ. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter et sur Instagram aussi. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et vous pouvez également retrouver cette émission sur le site de Fréquence ESJ, c'est fréquenceesj.com. Il y aura également la vidéo de cette émission. Dès demain, 7h, Fréquence ESJ vous réveille dans l'actuel et ce seront Dimitri Hainaut et Antoine Lermite qui seront aux manettes jusqu'à 9h. Et à 20h, ce sera Storytelling avec Lucas Pierre et toute son équipe. Le prochain numéro de 20h l'invité, c'est mardi prochain. Et les 7, 8 et 9 décembre, ce sera le Téléthon. Cette année, Fréquence ESJ vous accompagnera pour plus de 37 heures d'antenne tout le week-end, du vendredi après-midi jusqu'au dimanche tard dans la nuit. Je vous conseille d'écouter. Au menu, il y aura des reportages, des directs dans toute la France, des grosses surprises aussi. Je ne peux pas vous en dire plus encore. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Fréquence ESJ.